Bienvenue sur le live d'Afro Studio à la rencontre de la sagesse africaine et caribéenne. Connaissez-vous l'histoire de Joseph Chatoyer, le héros de Saint-Vincent et des Grenadines? Joseph Chatoyer, né vers 1730 sur l'île de Saint-Vincent, est un nom gravé dans l'histoire des Caraïbes. Chef des Garifuna, peuple issu du métissage entre Africains et Amérindiens, Chatoyer a grandi dans un contexte de tension coloniale. En 1795, il prend la tête d'une révolte contre les Britanniques, refusant la domination et la perte de liberté de son peuple. Avec courage et stratégie, Chatoyer rassemble les Garifuna et lance des attaques coordonnées, défiant l'armée britannique bien équipée. Sa détermination inspire toute une génération. Mais le 14 mars 1795, lors d'un affrontement décisif, Joseph Chatoyer tombe au combat. Sa mort marque la fin de la révolte, mais son esprit de résistance survit. Aujourd'hui, Joseph Chatoyer est célébré comme un héros national à Saint-Vincent et dans les Caraïbes. Il incarne la lutte pour la liberté et la dignité, et son nom résonne encore dans les chants et les mémoires. Voici l'histoire incroyable de Queen Nanny, l'une des plus grandes héroïnes de la résistance afro-caribéenne. Née en Afrique au début des années 1700, elle est déportée en Jamaïque comme esclave, mais elle s'échappe. Elle rejoint alors les Marrons, ces communautés formées de personnes ayant fui la plantation, et devient rapidement leur chef spirituel et stratégique. On raconte qu'elle maîtrisait l'art de la guérilla, connaissait chaque montagne, chaque forêt, et dirigeait ses guerriers avec une intelligence redoutable. Les Britanniques, incapables de la capturer, la redoutaient comme une légende vivante. Sous son commandement, les Marrons remportent victoire après victoire, jusqu'à forcer les Anglais à signer un traité de paix. Aujourd'hui, Queen Nanny est célébrée comme héroïne nationale jamaïcaine, symbole de liberté, de résistance et de courage inflexible. Et si une femme née esclave avait osé défier tout un système et gagner sa liberté? Vers 1744, une femme nommée Elizabeth Freeman, que l'on appelait alors Mom Bett, naît dans l'esclavage dans le Massachusetts. À cette époque, être noir signifiait ne pas être libre, ne pas avoir de droits, ne pas avoir de voix. Pendant des années, elle vit sous le contrôle d'un maître, subissant les ordres, l'injustice et parfois la violence. Mais Elizabeth n'était pas une femme ordinaire. Un jour, alors qu'une autre esclave est sur le point d'être frappée, elle s'interpose. Le coup ne s'arrête pas, et elle est grièvement blessée. Cette cicatrice, elle la gardera toute sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose change profondément en elle. Elle décide que trop, c'est trop. Peu de temps après, elle entend parler d'un texte révolutionnaire, la Constitution du Massachusetts. Un texte qui affirme que tous les hommes naissent libres et égaux. Pour beaucoup, ce ne sont que des mots. Mais pour Elizabeth, c'est une vérité, une promesse. Alors elle prend une décision impensable pour son époque. Elle va attaquer son maître en justice. Oui, une femme esclave ose poursuivre l'homme qui la possède. Avec l'aide d'un avocat, elle porte son affaire devant les tribunaux. Nous sommes en 1781. La salle est tendue. Le silence est lourd. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais Elizabeth, elle, reste debout, droite, déterminée. Et contre toute attente, elle gagne. La justice reconnaît que l'esclavage est incompatible avec les principes de liberté proclamés. Elizabeth Freeman devient alors l'une des premières femmes noires à obtenir légalement sa liberté aux États-Unis. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Sa victoire ouvre la voie à d'autres. Elle contribue directement à l'abolition de l'esclavage dans le Massachusetts. Elle vivra ensuite en femme libre, respectée, jusqu'à sa mort en 1829. Elle sera même enterrée aux côtés de la famille pour laquelle elle a travaillé. En tant que femme libre, Elizabeth Freeman n'avait ni pouvoir ni statut.
Mais elle avait quelque chose de plus fort, le courage de dire non. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer l'histoire. Connais-tu l'histoire de Zumbi do Palmares? Né en 1655 au Brésil, Zumbi est l'une des figures les plus emblématiques de la résistance contre l'esclavage. Enlevé très jeune et confié à un missionnaire, il apprend le portugais, le latin et les traditions chrétiennes. Mais à seulement 15 ans, il s'échappe et retourne au Quilombo dos Palmares, un immense refuge fondé par des esclaves en fuite. Zumbi devient un stratège hors pair et un guerrier redouté. Il défend Palmares contre les attaques portugaises pendant des années, organisant la résistance, protégeant son peuple et incarnant l'espoir de liberté pour des milliers de personnes opprimées. En 1695, Zumbi est finalement capturé et exécuté, mais son héritage devient immortel. Aujourd'hui encore, il symbolise la lutte contre l'injustice et la quête de liberté. Zumbi dos Palmares. Un nom, une histoire, une légende. Gon. Et si une esclave illettrée, vendue comme du bétail, devenait l'une des voix les plus puissantes de l'histoire américaine? Née Isabella Baumfree vers 1797 dans l'État de New York, elle grandit en esclavage. Vendue plusieurs fois dès l'enfance, battue, séparée de sa famille, elle est forcée d'épouser un autre esclave et perd plusieurs de ses 5 enfants. En 1826, elle accomplit l'impensable. Elle s'enfuit avec sa petite-fille Sophia dans les bras. 1 an avant l'abolition officielle de l'esclavage dans l'État de New York. Mais son combat ne fait que commencer. En 1828, elle devient la première femme noire à gagner un procès contre un homme blanc pour récupérer son fils Peter, vendu illégalement dans le Sud. Un exploit révolutionnaire à l'époque. En 1843, elle change de nom et devient Sojourner Truth, voyageuse de la vérité. Elle parcourt alors les États-Unis sans savoir lire ni écrire, prêchant contre l'esclavage et pour les droits des femmes. Son discours légendaire de 1851 à la Convention des droits des femmes à Akron reste gravé dans l'histoire. Ain't I a woman? Ne suis-je pas une femme? Elle y raconte sa vie de labeur pour pulvériser tous les préjugés. Pendant la guerre de sécession, elle recrute des soldats noirs, rencontre Abraham Lincoln à la Maison-Blanche en 1864 et milite pour les anciens esclaves libérés. Jusqu'à sa mort, le 26 novembre 1883 à Battle Creek, Michigan, Sojourner Truth incarne le courage, la liberté et la justice. Une femme, une voix. Un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Solitude. Une femme dont le nom résonne comme un défi lancé à l'injustice. Née vers 1772 en Guadeloupe, elle est le fruit d'une histoire marquée par la violence. Sa mère, une esclave, violée durant la traversée de la traite négrière. Jeune, Solitude s'enfuit pour devenir Maronne, une femme libre dans les montagnes. Mais en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage. Alors, aux côtés de Louis Delgrès, elle choisit de résister. Enceinte, armée, déterminée. Elle se bat pour un seul cri, vivre libre ou mourir. Capturée après l'explosion de Matouba, elle survit. Les autorités attendent qu'elle accouche pour pouvoir la condamner. Le 29 novembre 1802, le lendemain de la naissance de son fils, Solitude est exécutée. Aujourd'hui, elle revit comme un symbole de courage, une femme qui a choisi la liberté au prix de sa vie. Son nom, Solitude, son héritage, la volonté de ne jamais se soumettre. Qui était Louis Delgrès, cet homme qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe par un acte de courage absolu?
Né en 1766 à Saint-Pierre en Martinique, il devient officier dans l'armée française et s'engage corps et âme pour la liberté. En 1802, Napoléon veut rétablir l'esclavage dans les colonies. Delgrès refuse. Il prend la tête de la résistance guadeloupéenne et publie un message historique: vivre libre ou mourir. Acculé par les troupes françaises au Matouba, il refuse de se rendre. Le 28 mai 1802, Delgrès et ses compagnons choisissent de faire exploser leur refuge plutôt que de redevenir esclaves. Son sacrifice devient un symbole puissant de résistance, de dignité et de liberté. Aujourd'hui, Louis Delgrès reste l'une des plus grandes figures antillaises de lutte contre l'oppression. Bobber, imaginez, l'esclave personnel de George Washington s'enfuit, sous son propre toit, pendant sa présidence. Qui était vraiment Ona Judge? Née en avril 1774 à Mount Vernon, la plantation des Washington en Virginie, Ona, aussi appelée Oney, est la fille de Betty, une couturière esclave, et d'Andrew Judge, un tailleur blanc anglais en contrat. Décrite comme une mulâtresse claire, presque blanche, elle grandit près de la grande maison. Dès l'âge de 10 ans, Martha Washington l'a choisie comme servante personnelle. Ona l'habille, la coiffe, s'occupe de ses moindres besoins. En 1789, quand George devient président, Ona suit le couple à New York, puis à Philadelphie en 1790, au cœur du pouvoir naissant des États-Unis. Mais en 1796, tout bascule. Ona apprend qu'elle va être offerte comme cadeau de mariage à Eliza Custis, la petite fille de Martha, une vie d'esclavage éternel assurée. Horrifiée, elle décide: « Je préfère mourir que retourner en esclavage. » Le 21 mai 1796, pendant que les Washington dînent tranquillement, Ona s'échappe de la President's House. Avec l'aide précieuse de la communauté noire libre de Philadelphie, elle monte à bord du sloop Nancy et fuit vers Portsmouth, New Hampshire, où l'esclavage est en déclin. George Washington lance une chasse implacable. Annonces publiques, agents envoyés, tentatives de recapture en 1796 et 1799. Mais Ona reste introuvable. Elle se marie en 1797 avec John Staines, un marin noir libre, à 3 enfants. Veuve en 1803, elle vit dans la pauvreté mais apprend seule à lire et écrire. Dans les années 1840, elle donne des interviews aux journaux abolitionnistes. À un révérend, elle déclare fièrement « J'avais décidé de ne jamais retourner en esclavage. J'ai préféré la liberté, même au prix de la misère. » Ona Judge Staines meurt libre le 25 février 1848 à Greenland, New Hampshire, à environ 75 ans. Son courage prouve que même le premier président des États-Unis n'a pas pu arrêter une femme déterminée à être libre. Imaginez risquer votre vie pour la liberté, déguisé en homme blanc, traversant un pays hostile sur plus de 1000 miles. Née en 1826 à Clinton, en Géorgie, Ellen Craft est la fille d'un riche planteur blanc et d'une esclave. Son teint très clair devient son arme la plus puissante. À 11 ans, elle est offerte comme cadeau de mariage et envoyée à Mâcon, où elle rencontre William, son futur mari. En décembre 1848, ils osent l'impensable. Hélène se travestit en gentleman blanc malade, bras en écharpe pour ne pas écrire, lunettes, chapeau haut de forme, voix grave, tandis que William joue le serviteur fidèle. Ils traversent trains, bateaux, hôtels, gares bondées, regards suspicieux. Chaque étape est un pari avec la mort. Mais leur courage tient bon. Après plus de 1600 kilomètres, ils arrivent à Philadelphie le jour de Noël 1848, puis Boston. Mais la loi sur les esclaves fugitifs de 1850 les menace. Ils fuient en Angleterre pendant près de 20 ans. Là, ils deviennent abolitionnistes célèbres, publiant en 1860 « Running 1000 Miles for Freedom », ont 5 enfants. Après la guerre de sécession, ils rentrent aux USA et fondent une école pour anciens esclaves à Woodville, Géorgie. Ellen Craft meurt en 1891 à Charleston, Caroline du Sud, libre jusqu'au bout.
Son audace défie encore aujourd'hui le racisme et l'oppression. La liberté se conquiert parfois au prix de tous les risques. Tu connais Samuel Sharp? Né en Jamaïque en 1801, Sharp était un homme réduit en esclavage, mais aussi un prédicateur respecté, capable d'unir et d'inspirer tout un peuple. En 1831, il organise ce qui deviendra la guerre baptiste, la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire jamaïcaine. Son idée est simple, mais révolutionnaire. Une grève générale pour forcer les planteurs à reconnaître leurs droits. La protestation finit par devenir un soulèvement massif, impliquant plus de 60 000 personnes. Sharp est arrêté et exécuté en 1832. Mais avant de mourir, il déclare « Je préférerais mourir debout que vivre esclave ». Son sacrifice bouleverse l'opinion britannique et accélère l'adoption de l'abolition de l'esclavage en 1834. Aujourd'hui, Samuel Sharp est l'un des héros nationaux de Jamaïque, symbole de courage, de foi et de liberté. Solitude. Une femme dont le nom résonne comme un défi lancé à l'injustice. Née vers 1772 en Guadeloupe, elle est le fruit d'une histoire marquée par la violence. Sa mère, une esclave, violée durant la traversée de la traite négrière. Jeune, Solitude s'enfuit pour devenir Maronne, une femme libre dans les montagnes. Mais en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage. Alors, aux côtés de Louis Delgrès, elle choisit de résister. Enceinte, armée, déterminée. Elle se bat pour un seul cri, vivre libre ou mourir. Capturée après l'explosion de Matouba, elle survit. Les autorités attendent qu'elle accouche pour pouvoir la condamner. Le 29 novembre 1802, le lendemain de la naissance de son fils, Solitude est exécutée. Aujourd'hui, elle revit comme un symbole de courage, une femme qui a choisi la liberté au prix de sa vie. Son nom, Solitude, son héritage, la volonté de ne jamais se soumettre. Et si je te disais qu'une femme a joué un rôle crucial dans le début de la Révolution haïtienne et que presque personne ne la connaît? Son nom, Cécile Fatiman. Elle serait née vers 1771 à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, dans une colonie où l'esclavage dominait tout. On raconte qu'elle était d'origine africaine et européenne et qu'elle est devenue une figure spirituelle majeure. En août 1791, un événement va marquer l'histoire, la cérémonie du bois caïman. Selon plusieurs récits, Cécile Fatiman y joue un rôle central aux côtés de Dutty Boukman. Cette nuit-là, dans une ambiance de tambour, de serments et de révolte, l'insurrection des esclaves prend une nouvelle dimension. La révolution est lancée. Après cette cérémonie, Saint-Domingue bascule. Ce soulèvement va devenir l'une des plus grandes révolutions de l'histoire moderne, menant à la naissance d'Haïti, première république noire indépendante. Cécile Fatiman aurait vécu incroyablement longtemps. Elle serait morte en 1883, à l'âge estimé de 112 ans. Une longévité presque légendaire, comme son histoire. Aujourd'hui, elle reste un symbole puissant, une femme, une voix, un acte spirituel et politique, au cœur d'un des plus grands bouleversements du monde. Esclave devenu roi, tu y crois? Né en 1767, Henri-Christophe a connu la misère avant de changer le destin d'Haïti. Enfant, il combat déjà aux côtés des Américains pour leur indépendance. Plus tard, il devient l'un des généraux les plus redoutés de la Révolution haïtienne. En 1811, il se couronne roi Henri Ier du nord d'Haïti.
Visionnaire, il fait bâtir la citadelle Laferrière et le palais Sans Souci, symbole de la puissance noire et de la liberté. Mais son règne autoritaire et son rêve d'un royaume fort se heurtent à la révolte. En 1820, blessé et trahi, il choisit de mourir libre, d'un coup de pistolet. Aujourd'hui encore, Henri-Christophe incarne la fierté noire et la souveraineté d'Haïti. Le travail est la seule richesse des nations. Et si une femme esclave avait changé l'histoire de Cuba avec une simple machette? Son nom, Carlota Lucumi, surnommée la Negra Carlota. Née libre en Afrique de l'Ouest, dans le peuple Yoruba, probablement au royaume du Bénin ou au Nigeria actuel, elle est kidnappée enfant vers l'âge de 10 ans. Arrachée à sa famille, déportée à travers l'Atlantique dans les cales infectes des navires négriers, elle arrive en esclavage à Cuba, dans la province de Matanzas. Là, elle est réduite à l'enfer sucrier de l'Ingenio Triunvirato, une immense plantation appartenant à Julian Alfonso. Jour après jour, elle endure les coups de fouet, le travail forcé sous le soleil brûlant, la violence des contremaîtres espagnols. Mais Carlota n'est pas une victime passive. Elle porte en elle la mémoire de ses ancêtres Yoruba, la force de la résistance. Le 5 novembre 1843, un dimanche soir vers 20h, tout bascule. Avec sa complice Fermina Lucumi, une autre femme Lucumi enchaînée à la plantation voisine Akana, et les leaders Narciso, Felipe, Eduardo, Infula, Emmanuel Ganga, Carlota lance la révolte. Ils affûtent leurs machettes de travail. Au son du tambour, qui appelle les esclaves comme un signal secret, Carlota attaque en première ligne. Elle frappe les contremaîtres, libère les prisonniers enchaînés, met le feu aux baraquements et aux moulins. La révolte explose. De Triunvirato, elle se propage rapidement à Akana, La Concepción, San Miguel, San Lorenzo, jusqu'à San Rafael. En quelques heures, des centaines d'esclaves se soulèvent, armés de ce qu'ils trouvent, machettes, bâtons, fusils volés. C'est l'un des soulèvements les plus audacieux et les plus étendus de l'histoire cubaine, dans la vague appelée la Escalera. Mais la réponse coloniale est impitoyable. L'armée espagnole traque les rebelles. Carlota est capturée lors des combats finaux. Selon les récits, elle est exécutée de la façon la plus barbare, attachée à des chevaux tirant dans des directions opposées, déchirée vivante. Sa mort survient fin 1843 ou début 1844. Sa date de naissance exacte reste perdue dans les archives effacées par l'esclavage. Pourtant, son nom survit. En 1975, Fidel Castro honore sa mémoire en nommant l'intervention cubaine en Angola pour soutenir l'indépendance contre l'apartheid, Opération Carlota. Une guerrière du passé inspire la lutte du présent. Carlota Lucumi n'était pas seulement une esclave. C'était une stratège, une leader, une héroïne de la liberté qui a défié un empire avec du courage pur. Et si la véritable mère de l'indépendance haïtienne était une femme dont l'histoire a presque effacé le nom? Victoria Montou, plus connue sous le nom de Gran Toya, est née en Afrique vers le milieu du XVIIIe siècle. Déportée à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, elle est réduite en esclavage sur une plantation de café. Forte, autoritaire et respectée, elle se distingue rapidement. Mais Gran Toya n'est pas seulement une travailleuse infatigable. Elle devient une guide, une éducatrice, une stratège. Plus âgée que Jean-Jacques Dessalines, elle joue auprès de lui un rôle fondamental. Elle lui transmet la culture africaine, la fierté, mais aussi l'art du combat et le maniement du couteau. Pour leur maître, ce lien est dangereux. Ils sont séparés. En 1791, après la cérémonie du bois caïman, la révolte éclate. Gran Toya prend les armes. À la tête d'esclaves insurgés, elle combat les troupes françaises avec une bravoure exceptionnelle. Lors d'un affrontement, elle est capturée après avoir grièvement blessé un soldat. En 1804, lorsque Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti, elle voit enfin la naissance de la première république noire, libre du monde.
reconnaissante, l'autorité impériale lui accorde le titre de duchesse impériale. Grande Toya meurt en juin 1805. Elle reçoit des funérailles officielles, escortée par l'impératrice et la garde impériale. On l'appelle aujourd'hui la mère oubliée d'Haïti. Son héritage, la transmission, car derrière chaque grand leader se cache parfois une femme qui lui a appris à se battre. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.